La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Eh ben, ça tourne. Effectivement, on peut mettre les téléphones en mode avion. Ouais, je l'ai fait. Le mien est dans mon blouson, donc c'est raté. Je suis très heureux de enregistrer cet épisode avec Antoine Rouet aujourd'hui, d'autant que je ne connais rien à ton secteur d'activité. Écoute, on va essayer de te faire découvrir alors. Qu'on peut caractériser de immobilier, bâtiment. Ouais. Bon, génial. Et Antoine, tu nous as fait le plaisir de nous rejoindre dans le cadre du closing final du fonds OVNI Venture, vraiment sur la ligne d'arrivée, par l'intermédiaire du Bootstrap Club, dont notre associé Mathieu Stéphanie est membre ou sympathisant, je ne sais pas exactement quel est fondateur. Et merci pour ça, et c'est la première fois qu'on se rencontre, c'est-à-dire qu'on s'est parlé quelques minutes mais on s'était jamais vu en personne, et donc on s'est dit pourquoi ne pas se rencontrer et puis faire ce qu'on aime bien faire chez OVNI, donner un peu les coulisses de notre société de gestion, et donc ces rencontres avec nos souscripteurs, les rendre aussi publiques. Ok, écoute, ravi, et puis écoute, j'espère que t'en sauras plus après le podcast. C'est le but, hein. On est la moyenne des gens qu'on fréquente, c'est ce qu'il dit l'autre. Donc Antoine, t'es entrepreneur depuis combien de temps? 10 ans, 15 ans, un peu plus que ça? 10-11 ans là. 10-11 ans. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait avant? Tu viens d'où? Comment tu te présentes? Je suis déjà père de 3 enfants. Ça c'est le plus important. Et puis de formation, je suis ingé plutôt dans des matières techniques, thermiques notamment. Et donc j'ai fait un petit parcours en entreprise avant d'intégrer un fonds d'investissement qui faisait que de l'hôtellerie. Et puis au bout de 12-13 ans de vie de salariat, j'ai monté une première boîte qui s'appelle Delpha Conseil, qui fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans l'immobilier, bâtiment en général. Sans rentrer trop dans le détail, c'est quoi gérer, opérer un fonds qui fait des hôtels? Comment ça marche? Auprès de qui tu lèves des fonds? C'est quoi les durées de vie des fonds, etc. Alors je crois que c'est assez classique, hein. Alors moi j'étais directeur technique, donc je m'occupais de la partie immobilière. Mais c'est assez similaire à un fonds classique, c'est-à-dire que tu investis dans des assets qui sont des assets hôteliers, donc murs ou fonds, ou les deux. Et donc le principe étant d'acheter des actifs hôteliers et puis d'essayer d'en améliorer les l'EBITDA pour les revendre plus tard. Un actif hôtelier, c'est un fonds de commerce, donc ça se valorise un multiple d'EBITDA comme n'importe quelle boîte, et puis des murs d'hôtel, c'est des murs d'hôtel, ça se valorise en fonction du loyer. Et donc, quand tu fais les diagnostics des actifs que tu achètes, tu regardes le potentiel de rénovation, combien tu vas devoir mettre de travaux, comment ça va améliorer le chiffre d'affaires, c'est ça le genre de due diligence que tu fais? Pour ma part, oui, c'était effectivement, est-ce qu'il est conforme, est-ce qu'il est aux normes, comment est-ce que tu vas le rénover, ce que tu veux en faire, est-ce que tu veux le transformer, passer d'un 2 étoiles à un 4 étoiles, un 5 étoiles. Et puis effectivement estimer le coût pour le mettre dans le BP, ça c'était effectivement mon job. Et puis après j'avais mes collègues plus asset managers qui eux estiment la progression du chiffre d'affaires. Donc après t'as des termes comme REVPAR, prix moyen par chambre, taux d'occupation, et puis le but étant d'améliorer le prix moyen et le taux d'occupation à l'année pour augmenter le chiffre d'affaires et puis survaloriser en fait la valeur du fonds. Ok. Assez classique quoi, comme une boîte finalement. Et tu me disais, je suis ingé, donc tu es passé par Centrale. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans cette première partie de ta vie, ce début de carrière en fonds IMO? Alors j'ai fait Centrale en 3e cycle. Avant j'étais ingé d'une petite école qui s'appelle l'ENSIAT. Ce que ça m'a apporté, alors des connaissances techniques, mais à la limite que tu acquiers plutôt dans ta scolarité. En vrai, les études, ça t'apprend un peu à apprendre, finalement. En termes purement pro, je
suis pas sûr que j'utilise grand-chose de ce que j'ai Ok, appris à donc l'époque. Ta capacité à décortiquer un sujet, à rentrer dedans et de faire... Ouais, c'est ça. Moi, je suis rentré en fond. Avant, je travaillais pas du tout là-dedans. Donc, il a fallu que j'apprenne effectivement comment ça fonctionnait. T'es jamais aussi bon que quand tu comprends ce que font tes collègues. Donc, essayer d'à peu près de comprendre ce qu'ils font pour leur apporter plus de valeur ajoutée. Et grosso modo, ce que j'ai appris, c'est plutôt ça. C'est apprendre à apprendre, savoir comment, ce que tu as dit, décortiquer un sujet pour t'en servir derrière pour améliorer ta performance personnelle. Et c'est quoi le déclic de devenir entrepreneur? C'était au fond de toi depuis des années? Moi, depuis que je suis ado, depuis que je suis ado, je vais faire ça. Mon père était entrepreneur. Je crois que j'envisageais rien d'autre que ça. Après, je l'ai fait, je veux dire, relativement tard. Parce que j'avais vraiment besoin de me sentir légitime. Je me sentais pas du tout... un peu le syndrome de l'imposteur, quoi. Même encore maintenant, probablement, comme beaucoup, je l'ai encore. Mais jusqu'à 35 ans, j'avais du mal à me dire que je pouvais légitimement aller voir des gens et leur vendre une expertise. J'avais l'impression de ne pas l'avoir. Ouais, donc tu avais envie de faire un peu tes armes et de... Ok. Très clair. Quand ce point de bascule arrive et que tu décides de te lancer... tu décides de te lancer comment? C'est sur fonds propres, tu recrutes des gens. Quelle est la mission, l'objectif de l'entreprise? Si tu peux nous raconter tout ça? Alors j'avais une approche assez, je veux dire, socialiste de l'entreprise. Non, je dis ça, c'est que déjà je suis quelqu'un qui fonctionne par opportunité. C'est-à-dire qu'à un moment, en discutant avec des gens, j'ai senti que je pouvais créer un business et que ces gens pouvaient, j'allais dire, m'aider, en tout cas me confier des missions. J'ai pas du tout le caractère à lancer un projet from scratch à poil et puis me lancer la fleur au fusil. Mais néanmoins, une fois que j'ai eu ces opportunités en face de moi, je me suis lancé. Et ma conviction, c'était une volonté propre. Donc, je me suis lancé tout seul. J'ai demandé aucune aide de l'État, tout ça. J'ai rien profité. Parce que j'avais la conviction que si je le faisais, c'était parce que je voulais, alors que j'avais un très bon salaire et tout. Donc, intellectuellement, il me semblait normal de pas profiter en fait des aides. Alors quand que tu parles d'autres des personnes, aides, c'est du quoi, de l'acre, 2 ans de chômage ou de l'acre, etc. T'as rien de ça. Non, j'ai rien Alors profité. que nous, on dit toujours dans notre industrie que Pôle emploi est le premier VC de France. Toi, t'es parti vraiment moi, en te j'avais disant, la conviction qu'il y a des gens qui sont vraiment au chômage, qui sont vraiment dans le dur et qui ont vraiment besoin de cet argent. Moi, je suis parti, j'avais un salaire à 6 chiffres, je décide parce que j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Intellectuellement, je me disais, il n'y a pas de raison que l'État il me finance. Donc, soit je suis suffisamment bon et puis j'arrive à me payer, soit je ne sais pas. Quand je dis ça, je n'ai pas de jugement de valeur. Hein. Je dis vraiment que c'était ma conviction. Et au bout de 2 mois, je me suis payé aussi bien que ce que je gagnais avant. Quoi. Oui, et tu te lances sur un... C'est marrant d'avoir cette discussion parce que ce matin, et peut-être il se reconnaîtra s'il nous écoute, je finis un rendez-vous avec un entrepreneur qui va lancer sa boîte et qui justement, juste après moi, allait en rendez-vous chez Cadre Emploi. La différence, c'est que l'entrepreneur avec qui j'étais ce matin, lui, c'est sur une boîte deep tech où tu vas mettre 1, 2, 3, 4, 5 ans à avoir des revenus. Toi, tu pars sur un modèle assez simple qui est... l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans l'immobilier, tu as déjà un réseau de clients et donc tu es assez serein sur le chiffre d'affaires que tu vas rapidement générer. Alors serein, je ne le suis toujours pas, tu vois, après 10 ans, donc je crois qu'on puisse dire ça, mais en tout cas c'est du conseil, donc tu as peu de fonds à mettre au départ. Effectivement, tu as besoin d'un ordi, d'une connexion internet et point barre. Donc clairement, c'est le bon job pour avoir la prétention de dire que j'ai pas profité des aides, tu vois, Mais oui, c'était clairement que le type de métier que je pratique m'a permis effectivement d'être assez, tout de suite opérationnel, rentable, j'allais dire, en tout cas avoir la capacité de me payer assez vite. Et donc, si je la fais en accéléré 10 ans après, aujourd'hui, tu es quasiment sur 2 structures à 10 millions de chiffre d'affaires, 50 collaborateurs. Est-ce que tu peux me raconter comment se sont déroulées ces 10 dernières années? Comment tu as recruté? Qu'est-ce que tu as appris? Je pense que tu as subi aussi des cycles de marché. L'immobilier, ça bouge ces dernières années. Alors, oui et non. Alors, comment j'ai grandi? J'ai grandi assez doucement et de façon assez linéaire. J'ai pas eu vraiment de pic ou de step comme ça d'un seul coup franchi.
puisque donc j'ai 2 boîtes, effectivement, Delpha Conseil qui fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de la due deal technique, tout ce type de métier, donc du conseil. Et puis j'ai créé il y a 3 ans une autre boîte qui s'appelle Delpha Contract, qui là fait du contractant en général. Donc c'est des projets clés en main, à partir d'une idée, je veux rénover cet hôtel, je veux rénover mes bureaux. Nous on s'occupe de tout, que ça soit le design, l'architecture, les autorisations administratives, les études. On achète tout, on fait nous-mêmes les travaux, on pose les mobiliers, et à la fin on te remet les clés. Donc le contractant en général, le nom c'est clé en main, parce qu'à la fin on te remet les clés et puis tu t'installes. Et l'intérêt juste de séparer les 2 structures, c'est parce que c'est des activités différentes, c'est des profils différents. Ouais, c'est vraiment, t'en as une c'est du conseil, l'autre on achète nous-mêmes les travaux. Donc on est vraiment, et même en termes de volume d'affaires, c'est vraiment assez différent. Et comment donc, tu répartis ton temps entre les deux? 50-50, 80-20, c'est quoi le... J'allais dire 30-30, et puis j'ai 40 autres où je fais autre chose, parce que j'ai un DG sur chaque boîte. D'accord. Donc c'est eux vraiment qui sont au quotidien, et je leur laisse 100% la main. Ils sont complètement souverains dans leurs décisions. Moi, je me contente de les challenger, je les coach en fait. Et vraiment ma volonté, c'est qu'ils puissent développer, j'allais dire, leur propre business à travers ces structures, et que moi je sois le moins interventionniste possible. Je prends des notes, c'est intéressant. Vas-y. T'as pas eu CDG tout de suite? Non, raconte-moi donc les premières années. Écoute, vraiment, je démarrais la fleur au fusil, besogneux, quoi. J'ai eu des toutes petites opérations pendant presque 2 ans. Je suis resté tout seul. Donc là, c'est toi qui vas chercher des opérations. Là, je faisais tout. Je faisais le commerce, je faisais la prod, je faisais ma compta. Je faisais tout. Je trouvais les locaux, je faisais le ménage même. La totale, quoi. Et puis après, j'ai commencé à pouvoir recruter des gens. Donc première année, je crois que je dois faire quelque chose comme 200 000 euros de chiffre d'affaires. Deuxième année, 500. Comment tu fais là à ce moment-là pour bien recruter? Réseau, des potes qui me conseillent, des gens qui connaissent, qui seraient intéressés. C'est quoi ta grille d'analyse? Tu veux les gens les plus compétents? Tu veux créer une culture d'entreprise? Comment tu as recruté ces gens-là? Alors, je dirais que ça évolue avec le temps, parce que quand t'es tout seul, t'es une toute petite TPE. C'est familial au début. T'es pas super sexy, quoi. Donc, j'ai recruté des gens très très bien. Il y en a plein qui sont encore là. Maintenant, je cherchais aussi un état d'esprit, tu vois. C'est un peu, je sais pas si tu vois ce truc de Simon Sinek sur les Navy Seals, là. Ouais. Et moi, c'est clair que je veux un état d'esprit. Et puis à la limite, les compétences techniques, tu peux les acquérir, alors que l'inverse, c'est beaucoup plus difficile. Je suis d'accord. Si tu as un état d'esprit de merde, c'est difficile de changer, quoi. Et pour le coup, moi, je cherche vraiment des gens qui ont un état d'esprit irréprochable, qui correspondent aux valeurs. C'est quoi vos valeurs? Nos valeurs, c'est on fonctionne selon, on est hyper inspiré par l'Opale de Frédéric Laloux. Donc entreprise libérante, essayer d'apporter un maximum de liberté aux gens. Le point de départ, c'est un peu de dire que mon souhait, c'est que les gens ils soient exactement la même personne à l'extérieur de la boîte qu'à l'intérieur. Et on a très peu de hiérarchie, beaucoup de liberté. Tout le monde a une carte bleue de la boîte, tout le monde a les clés de la boîte, les bureaux sont ouverts 24/24. Ils prennent autant de vacances qu'ils veulent, ils n'ont pas d'autorisation de demander. Attends, comment tu fais? Ils prennent autant de vacances qu'ils veulent? Et Parce que moi, tu me mets autant de vacances que je veux, mais je reviens plus. Et notre driver, c'est satisfaction client, quoi. Si tes clients ils sont satisfaits, après tu t'organises un peu comme tu veux. Donc après c'est quelque chose qui s'équilibre en interne, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a de l'autorégulation. Si toi tu pars 14 semaines en vacances et tous les autres 5, c'est les autres qui vont venir te voir en te disant, écoute Arnaud, peut-être qu'il va falloir qu'on redistribue un petit peu plus ce truc, ou alors qu'on te refile du boulot parce que visiblement t'en as pas assez par rapport à nous. Et en moyenne, vous êtes à combien? 8, écoute, 9? j'ai pas regardé, mais on est au-dessus du légal, mais pas dans des proportions délirantes. Mais ouais, au-delà de ça, parce que ça paraît un peu gadget, et puis c'est même un peu tarte à la crème, tu vois. Mais c'est surtout la volonté que chacun puisse participer à tout, tu vois. À chaque fois qu'on fait quelque chose, alors le terme il est trop général, mais si on recrute quelqu'un, on va faire appel à des volontaires qui vont constituer un petit groupe de travail, qui vont recruter la personne. Si on veut organiser le séminaire, c'est 4 personnes qui vont se porter volontaires pour l'organiser. On leur file le budget. Moi, je sais même pas où on part. Cette année, c'est le copain qui est hôtelier qui m'a dit « Ah, merci de venir chez nous. » J'étais même pas au courant qu'on allait chez lui. C'est génial. Et donc voilà, c'est de faire des groupes de travail pour que les gens qui soient opérationnels, donc ils font de l'immobilier, ils font du bâtiment, et ils découvrent d'autres aspects de la boîte. Ils découvrent des RH, ils découvrent comment tu organises un séminaire, comment tu raménages les locaux.
et que vraiment les gens ils soient le plus concernés, mais qui se sentent le plus en capacité possible de donner leur avis, de participer. Okay. Je prends cet exemple, même encore une fois, si c'est pas le commun des mortels, mais tu vois, Zuckerberg, Jobs, etc. Les gars, ils ont créé les plus grandes boîtes du monde, ils étaient encore étudiants. Donc pourquoi est-ce que moi, qui ai 46 balais, j'ai plus raison que celui qui a 20 ans Alors oui, sur un truc très technique bâtiment, évidemment que j'ai l'expérience. Mais sur plein d'autres aspects, ça se trouve, il a des super idées. Donc tu définis comme un patron qui très vite a délégué, a fait confiance, a structuré avec des DG et a laissé une grande autonomie. Ça vous a permis de gagner des projets. C'est quoi, quand tu regardes dans le rétroviseur, les projets emblématiques de ta société? Je caricature, mais nous, dans notre métier de venture capitaliste, les gens n'ont qu'une obsession, c'est tu gères combien, t'as financé quelle licorne, et c'est quoi les 3 boîtes qui comptent dans ton portefeuille. Donc si je le transpose à toi dans l'immobilier, écoute, nous, on a vraiment grandi doucement. Donc on est parti. Mon premier projet, c'était un projet, il y avait 600 000 € de travaux. Aujourd'hui, on a un projet, je crois que c'est 350 millions. Okay. Donc on a vraiment grandi doucement. Mais aujourd'hui, quelques projets emblématiques. On fait un hôtel qui est rue de Berry, qui s'appelle l'Hôtel California, 180 chambres à 50 mètres des Champs-Élysées. On a fait les locaux de la Ligue de football professionnel, la LFP, qui est boulevard Courcelles. Donc là, on a agrandi le bâtiment, on l'a surélevé, tenu sur tout Paris. Et là, c'est quoi les contraintes techniques? Moi qui connais rien à l'immobilier, c'est... en fait, tu as des contraintes techniques, d'une part administratives, urbanistiques, c'est-à-dire que quand tu surélèves un bâtiment, quand tu l'agrandis, tu es contraint par le PLU à Paris. Tu as des contraintes techniques de si tu veux agrandir un bâtiment, le surélever, il faut que tu t'assures que il soit apte à recevoir ce supplément de poids, par exemple. Tu as des allers-retours nombreux avec tes clients aussi sur le cahier des charges. Oui, tout à fait. Eux, en fait, ils suivent le projet. En fait, nous, on est vraiment leur bras armé, c'est-à-dire qu'on est le bras droit. Eux, souvent, c'est un financier, un asset manager. D'accord. Son métier, c'est pas l'immobilier, c'est qu'un sous-jacent d'investissement. Donc nous, on est vraiment là, on est son bras droit et il peut compter sur nous dans tous les cas. C'est comme si on travaillait chez lui, sauf que on travaille pas chez lui, mais par contre, on gère le projet exactement comme si on le faisait pour nous-mêmes. C'est vraiment notre credo, ça. Et ta valeur ajoutée par rapport à tes concurrents, justement, c'est quoi? Alors, on est plein, j'allais dire de bons. Pour le coup, j'ai plein de concurrents qui sont hyper émérites et tout. Je pense que nous, ce qu'on apporte, c'est, de par un peu ce côté Opale, on apporte vraiment beaucoup d'humanité dans notre gestion de projet, que ça soit en contractant général ou en AMO. Beaucoup de transparence. Et puis, on essaye vraiment de transmettre cette conviction qu'il peut compter sur nous. À chaque moment, on dit qu'on essaie d'apporter de la sérénité, c'est-à-dire que on est comme tout le monde, on peut se planter, on peut louper quelque chose, etc. On n'est pas irréprochable en permanence. Et le premier qui me dit ça, je le croirai jamais. Mais par contre, je veux qu'il soit certain qu'on sera toujours là et qu'on fera toujours le max pour que son projet il rentre dans les clous qu'il s'est fixés et même qu'on l'optimise. Et donc ça, je pense que c'est vraiment c'est viscéralement en nous et que ça, c'est probablement quelque chose qu'on essaye d'apporter en plus. Donc je pense que ça peut être une valeur ajoutée qu'on apporte peut-être un peu différenciante. Le sens du client finalement. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Exactement. Ok, très clair. Je te parlais juste il y a quelques minutes des cycles dans l'immobilier. Donc toi, ça fait 15-20 ans que tu y travailles. Ouais. On a été dans un cycle où l'immobilier a pris d'une manière générale. Comment tu vois aujourd'hui les tendances sur ton marché? Le Covid, ça a engendré quoi? C'est quoi ta vision pour les prochaines années? Moi, je suis curieux d'explorer ça avec toi. Je sais pas dessus. Il y a les cycles immobiliers par rapport à nous-mêmes. Honnêtement, par rapport au marché, même quand il est en récession, on est trop petit pour être vraiment impacté. Si on est bon, on n'a pas de raison d'être impacté. Enfin, on est microscopique malgré tout dans l'immensité du marché immobilier bâtiment en France. Le deuxième point, c'est effectivement ce qui se passe, c'est effectivement Covid, remontée des taux. Nous, on a de la chance, on ne fait pas du tout de résidentiel parce que ça a été énormément impacté. Oui, c'est sûr. Bêtement, quand tu empruntes à 1%, tu payes 1 000 € par mois, tu peux emprunter 180 000 balles à peu près. Si tu es 220, si tu empruntes à 3%, c'est 180. Il y a 20% d'écart. C'est-à-dire que tu peux acheter 60 mètres carrés, tu peux plus acheter que 50. Donc le résidentiel, ça a pris une énorme claque.
Nous, coup de chance, on ne travaille pas sur le résidentiel. Donc, ce à quoi on peut faire face, c'est que on était d'un marché où il y avait beaucoup de transactions. Les immeubles changeaient beaucoup de mains. Aujourd'hui, ils changent beaucoup moins de mains. Mais par contre, les propriétaires qui sont propriétaires de ces actifs, ils ont besoin quand même de les louer, notamment en bureau. Et donc, ils sont plutôt dans un cycle que je qualifie d'assets, c'est-à-dire qu'ils rénovent plus leurs actifs plutôt que de les céder. Ok. Et donc, j'allais dire, nous, on est là dans tous les cas, qu'ils le vendent et qu'ils le rénovent ou qu'ils le gardent et qu'ils le rénovent. Nous, c'est notre métier dans les deux cas. Donc, on essaye d'être là et de les conseiller au mieux pour les rénover, pour qu'ils soient le plus liquides possible sur le marché, tant locatif qu'en cession. Donc oui, on est passé d'un marché de cession, de transac, à un marché d'assets pour l'instant, quoi. En moyenne, les actifs, les immeubles que vous gérez, ils sont rénovés tous les 5 ans, tous les 10 ans, tous les 15 ans, tous les 20 ans, c'est quoi à peu près? Alors, des très grosses rénos, ça va être des cycles au-delà de 10 ans. Ok. Après, tu vas remettre des coups de propre, et là, ça peut être ou au départ de chaque locataire, parfois. Ouais. Donc, ça peut être c'est des beaux 369 souvent. Mais oui, ça va être tous les 5-7 ans déjà, tu fais quelque chose. Et puis peut-être tous les 10-15 ans, tu vas faire une plus grosse réno, voire des cycles un peu plus longs. Sur le marché hôtelier, on dit que tous les 7 ans, il faut faire une bonne grosse réno, quoi, pour que l'hôtel il reste sexy sur le marché. Et donc, de cette entreprise familiale à aujourd'hui 50 personnes et 2 DG, et ce qui te laisse 40% de ton temps libre, comment tu passes un peu les étapes? C'est pas du tout pareil de manager une boîte à 10 ou à 40. Alors, moi, j'aime pas trop le management, perso. Okay. Donc, c'est pour ça aussi que je vais être 2 DG, parce que tu pourrais te dire, 40-50 personnes, qui a vraiment besoin d'être DG, pas forcément. Moi, j'en avais besoin parce que le management de day-to-day, c'est pas trop mon truc, et donc du coup, je le fais pas bien. Et donc, j'ai voulu effectivement avoir Pierre et Sophie, qui sont les 2 DG, qui eux ont vraiment une faculté beaucoup plus importante que la mienne à manager. Et moi, vraiment, ma target, c'est donc on a créé un petit groupe qui s'appelle Delpha & Co, donc il y a un groupe Delpha Conseil, Delpha Contract, et le but c'est de faire plein de bébés Delpha quelque chose. À la limite, je fais un appel à candidature. Si vous voulez créer une boîte d'assets, si vous voulez créer une boîte d'hospitality, de je sais pas quoi, moi je suis hyper chaud dedans, c'est vraiment mon truc de créer des boîtes. Et prendre mais même moi je paye les gens pendant 1 an, 2 ans, je prends mon risque, et puis à la fin du cycle, on regarde si c'est rentable. Si c'est rentable, on continue. Si c'est pas rentable, on se serre la main, on fait un licenciement, t'as le droit au chômage et tout. Okay. Mais si vous voulez créer des boîtes liées à mon domaine de compétences, n'hésitez pas, je suis ultra chaud dessus, quoi. Et donc, tu as dit Pierre et Sophie. Sophie, c'est la DG de conseil, et Pierre de contract. Comment tu les as recrutés? C'était quoi un peu ton Sophie, ça fait 7 ans qu'elle bosse pour moi. Je la connaissais d'avant, où elle travaillait dans une entreprise avec laquelle j'avais travaillé, et j'avais vachement aimé bosser avec elle. Elle était hyper carrée, hyper pro et tout, donc je l'ai recrutée en tant que directrice de projet. Et puis à un moment, ça m'a paru naturel que c'était elle qui devait prendre la DG de la boîte. Pourtant, c'était... alors, on n'a pas beaucoup de hiérarchie, mais grosso modo, c'est quand même à N-2, et c'est quand même elle que j'ai prise pour être DG. Et donc, tu as quoi? Tu as 1 ou 2 interactions assez importantes avec elle par semaine? Vous fixez un cadre avec les deux, on a un one-to-one par semaine, et puis on a une session de reporting par mois qui est plus sur les chiffres, sur les highlights, etc. Mais après, moi, je suis quasiment tous les jours au bureau. Eux, ils sont souvent, donc il y a beaucoup de small talk. On se parle un peu de tout le temps. Okay. Et puis on a des petites plages un peu plus formalisées, histoire de prendre le temps vraiment de se parler et d'être sûr qu'il y a un moment dans la semaine où on va se poser pour se parler, quoi. Ouais, il faut le sanctuariser. C'est un peu comme nous, les comités d'investissement. On dit voilà, les lundis, les jeudis, c'est mais ça t'empêche pas l'agenda. Que si ton one-to-one il est le vendredi, le jeudi tu peux te parler de trucs, et puis le vendredi tu te dis finalement on n'a pas grand chose à se dire, on s'est vu hier, mais c'est pas grave, quoi. Et qu'est-ce que tu fais les 40% restants de ton temps en dehors du Bootstrap Club? Qu'est-ce qui t'intéresse? Pourquoi un matin tu te lèves et tu te dis je vais investir dans OVNI Venture? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que j'ai déjà, moi je crois que j'ai 27 invests dans les startups. D'accord. Donc tu fais quoi, ticket de 10 à 50, un peu moins? Ouais, des plus petits, même de 5 à 15, quoi. Okay. 5 à 15. Avec des club deals, avec quelques dossiers en direct. Et puis
Et puis voilà, et puis j'ai eu l'opportunité de rentrer dans OVNI. Malgré tout, vous, c'est votre taf, moi, c'est pas le mien. Donc, je me suis dit que c'était la meilleure façon d'essayer d'avoir un retour sur investissement par des gens dont c'est le boulot et puis qui font ça toute la journée. Moi, je regarde des dossiers, c'est un side project finalement, quoi. Qu'est-ce que tu retiens de ces 27 investissements en tant que business angel et via des club deals? T'en as qui ont très bien marché, t'en as qui sont allés au tapis. C'est quoi je suis sorti de nulle part. D'accord. Et t'as commencé quand? J'ai commencé il y a 3 ans. Oui, donc c'est quoi encore? Okay. Oui, c'est normal. Ouais. C'est normal. Donc ça te fait un bon rythme, ça te fait un par mois quasiment. 3 ans, ouais. Un peu moins. Ouais, si j'enlève les 2 mois d'été. Ouais, okay. Pas loin, ouais. Qu'est-ce que je retiens que tu sais pas dans quoi t'investis? T'as investi dans quoi? Allez, si tu devais citer 4-5 boîtes un peu emblématiques des investissements que t'as fait dans tes J'ai investi dans Latitude. D'accord. Qui fait des micro-lanceurs, là. Ouais. J'ai investi... Après, j'ai investi dans pas mal de boîtes du YC. Génial. Donc une boîte qui s'appelle Metriport. YC, pour les gens qui n'ont pas la référence, mais je pense que beaucoup l'auront, c'est Y Combinator, qui est un des principaux accélérateurs de start-up dans la Silicon Valley. Qui a dû sorti Dropbox, sorti Dropbox, Airbnb ou des acteurs comme ça, et dont le modèle il y a 15-20 ans était de mettre 20 ou 50 000 euros contre 5% d'une boîte, et qui a évolué vers 500 000 euros en obligations convertibles contre 7% d'une boîte. Donc l'écosystème a changé et le modèle le voit ici aussi. Mais puis ils ont énormément de boîtes qui sortent, parce que je sais plus combien sont les batchs, mais c'est énorme, quoi. Ils ont des dizaines et des dizaines de boîtes à chaque fois. Voilà, dans des boîtes, je me souviens plus de tous les noms, je dois t'avouer, mais il y en a, c'est des micro-prêts pour des soins en Inde, il y en a, qu'est-ce que j'ai fait encore? On a regardé là, justement les thèmes qui intéressent YC sur 2025, pour en donner quelques-uns: data center, compliance, DocuSign 2.0, DevTool, software engineering, agents qui codent, vertical AI agent. Ils ont vraiment des trucs assez intéressants, quoi, dans les thèmes qu'ils regardent. Je crois que là ils incubent un mec qui veut faire la première billion de dollars, mais avec un seul mec dedans. Et donc ce que je retiens, c'est très honnêtement, quand tu regardes le dossier, je suis pas sûr de comprendre à chaque fois ce qu'ils font. Alors, qu'est-ce qui te motive? C'est le fondateur? C'est un peu un ensemble. J'essaie de regarder effectivement si les fondateurs sont crédibles, mais bon, tu le sais, tu regardes un peu leur track record et t'es jamais sûr qu'ils soient crédibles. J'essaye de voir si le marché il est mondial, tu vois, des projets qui sont trop locaux, je me dis qu'il y a moins de chances que ça explose. Parce que très honnêtement, c'est purement vénal comme truc. C'est que l'espoir, c'est qu'il y en a une qui fasse x1000 et puis que ça te paye toutes les autres, quoi. Sur ces boîtes-là, quand j'investis. Alors, quand tu fais pas ça à temps plein, c'est sûr que c'est la difficulté. On en parle souvent avec nos souscripteurs, de dire, t'as qu'une vision très partielle du deal flow, et par moments, il y a des choses qui peuvent te sembler une bonne idée, ou une équipe de fondateurs qui peut sembler géniale, mais tu vois, je te donne un exemple. On regarde un dossier là, avec l'équipe, et ce matin, on discutait de l'environnement concurrentiel. On parle à un des leaders mondiaux du secteur qui me dit nous, on travaille déjà avec telle boîte qui est basée en Chine, etc. Et c'est vrai que ça, quand t'es angel et que t'as pas une vraie équipe full-time, c'est assez compliqué à détecter comme info. Moi, je suis bien conscient que toutes les boîtes dans lesquelles j'ai investi, j'ai très peu de chances que ça marche, et même des fois, assez naïvement, je me dis, si je comprends pas ce qu'ils font, c'est peut-être tant mieux. Peut-être que ça peut marcher, parce que sinon, peut-être que d'autres auraient eu l'idée, tu vois, si moi je comprends ce qu'ils font. Et le Bootstrap Club que j'évoquais au début, la logique, c'est quoi? C'est rencontrer d'autres dirigeants qui, comme toi, ont monté leur boîte et ont bootstrappé. Donc, bootstrapper, ça veut dire, j'ai jamais levé de fonds, j'ai développé mon activité. En tout cas, au départ, voilà. C'est ça, c'est effectivement, t'es actionnaire principal de ta boîte, tu l'as fondée, il y a des critères de taille minimum. Pour éviter d'avoir 2-3 millions de CA, quelque chose écoute, comme ça. Je m'en souviens plus exactement, parce qu'en plus il y a des différences entre si tu es une ESN ou si tu vends des produits, mais oui, grosso modo, c'est je crois que ça doit être une petite dizaine de collaborateurs, entre 1 million, je crois que si tu fais du conseil, et 3 millions si tu vends un produit.
Donc ça doit être à peu près ça. Mathieu m'excusera si je me suis trompé, mais grosso modo, c'est de pas avoir des gens trop, tu vois, solo entrepreneurs qui effectivement n'auraient pas les mêmes problématiques de RH, de financement et autres. Et après, je crois qu'il n'y a pas tellement de cap supérieur, puisqu'il y a des très grosses boîtes qui font plusieurs centaines de millions de CA. Donc et l'idée, c'est plutôt effectivement d'avoir un réseau de pairs avec qui échanger, avec qui, j'allais dire, se supporter dans le bon sens du terme, et pouvoir créer une dynamique comme ça commune de solidarité entre nous, quoi. Très clair. Avec ce recul-là, 10 ans d'entrepreneuriat, une carrière professionnelle de quasiment 20-25 ans dans le bâtiment et l'immobilier, c'est quoi les conseils que tu donnerais aux gens qui nous écoutent? On a une audience assez jeune, hein, je pense composée de gens qui bossent en VC, de gens qui ont envie de lancer leur boîte, de gens qui bossent dans des startups. Qu'est-ce que tu retiens de cette première tranche de vie en tant qu'entrepreneur et on va dire acteur de l'immobilier? C'est difficile à dire parce que j'ai presque envie de dire, je vais donner des conseils que moi j'ai pas du tout suivis, mais je pense qu'il faut se lancer, il faut pas trop hésiter. Peut-être justement quand t'es encore jeune et tout, c'est le moment de se planter, à la limite, c'est moins grave. T'as cette sensation-là, toi, d'avoir hésité trop longtemps? Moi, j'ai perdu cette du temps petite frustration d'avoir l'impression d'avoir commencé un peu tard. Ouais. Qu'est-ce qui te frustre? La jalousie, je pense. La jalousie. Quand je vois les autres qui sont partis hyper tôt et puis... ouais, mais bon, tu parlais de Zuckerberg, etc. De toute façon, non, mais même dans le bootstrap, tu vois, je vois des gens qui ont commencé beaucoup plus jeunes et puis je me dis, ouais, ils ont raison. Mais je dis jalousie, c'est un petit clin d'œil, mais pour l'instant, je suis très content de ce que je fais et puis c'est tant mieux. Et puis, on a des grosses ambitions, donc voilà, on va y aller. Mais oui, c'est de se lancer, il faut pas avoir trop peur. Faut se lancer, faut se méfier des gens qui te disent qu'ils vont absolument t'aider parce que souvent ils le font pas, et puis ceux à qui tu penses pas du tout, c'est eux qui t'aident finalement. Okay. Donc voilà, faut y aller, et il y a que quand t'y vas que tu sais, quoi. Tu dis on a des grandes ambitions. Est-ce que ton ambition, elle a toujours été là, elle a toujours été grande, c'est juste que justement tu parlais un peu de complexe de l'imposteur, ou finalement l'appétit vient en mangeant, et plus t'as eu des réussites et ton entreprise a grandi et ça a alimenté ton ambition? C'est quoi ton rapport justement à l'ambition? Non, ouais, justement, ça a vraiment été une grosse évolution, parce que quand j'ai lancé ma boîte, déjà je pensais jamais en être là où je suis aujourd'hui. Quand j'ai lancé ma boîte, à aucun moment je t'aurais dit on va être 40 personnes, on va faire 10 millions de CA, jamais j'avais pensé ça. Et au départ, mon plan c'était de me dire on va faire 5-7 millions, on sera maximum une trentaine, et puis ça sera très bien. Et aujourd'hui, ouais, je pense que c'est ce que tu dis, l'appétit venait en mangeant. Les gens qui sont avec moi, qui travaillent avec moi, nous on a très peu de turnover, donc il y a plein de gens, on se connaît très très bien, etc. Et donc toute l'émulation de tous ces gens qui bossent avec moi fait qu'aujourd'hui, ouais, on se projette à 2030. On se dit que là on fait 10 millions, en 2030 on fera 60 millions, on sera à 100 ou 150. Et si on n'y arrive pas, c'est pas grave, en fait, c'est plutôt le chemin, tu vois, qui est important. C'est que si on se le dit pas, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Si on le dit, on n'est pas sûr d'y aller, mais c'est un peu Oscar Wilde, tu sais, qui disait... Qu'est-ce que ça va vous apporter d'être 150, et qu'est-ce que vous aurez en plus que vous n'avez pas aujourd'hui? En fait, ce qui est important, c'est le chemin. C'est-à-dire que ce que ça va nous apporter, c'est 5 ans enthousiasmant, avoir envie de se donner, avoir envie d'y aller ensemble, et de faire un truc canon, et de pouvoir se regarder dans les yeux après, et de se dire on est la meilleure boîte du monde. Et on peut regarder un mec de chez Google, un mec de chez Apple, et lui dire non, mais t'as tort. Et donc là, tu sens que dans les 50 personnes et avec tes 2 DG, vous avez cette fin de loup, de vous dire on a envie d'apprendre, on en a sous la pédale, et finalement on peut accélérer, c'est ça? Ouais, carrément. Alors là, c'est un peu tarte à la crème, parce que du coup maintenant je suis obligé de le faire, tu vois, maintenant que je l'ai dit. C'est le but de ces podcasts, hein. Tu sais, moi il y a un an et demi, j'étais là à ta place avec Mathieu. Et on parlait de lever un fonds de 30 millions, puis lui, il me poussait un peu, et donc c'est bien ces podcasts, pour ça, ça engage. Donc 2024, on a fait 10 millions, cette année, on veut faire 25. Voilà. Donc je reviens là, tu vois, dans un an, et puis je te dis si on les a fait. Et écoute, tu seras le bienvenu, et qu'est-ce qu'il va falloir faire pour atteindre ces objectifs-là? Il va falloir se structurer. Il va falloir...
choisir ses combats au sens bien savoir choisir nos clients, nos partenaires. Tu vas changer de typologie de clients, aller chercher des clients plus gros, laisser tomber tes petits clients du début? Non, non pas forcément, mais je pense qu'il faut savoir dire non, et il faut savoir parfois arrêter, prendre ses pertes, comme on dit, pour le coup, et que parfois, trop vouloir s'entêter à comment dire, à vouloir essayer que tout soit systématiquement réussi, accepter que de temps en temps, bon bah, ok, c'est pas grave, on prend nos pertes, on accepte, humblement. Ce que je disais tout à l'heure, on fera jamais tout 100% bien. Sûr. Et donc voilà, et donc se concentrer, parce que tu sais, les projets, c'est comme tout, c'est que tu as un projet qui représente 5% de ton CA, et il occupe 80% de ton esprit, parce que c'est lui qui c'est tous tes problèmes. Tu peux donner un exemple, et c'est quoi justement les échecs, les pertes que tu aurais dû prendre, et ce qui t'a beaucoup appris ces 10 dernières années en tant qu'entrepreneur? C'est des projets après, c'était surtout dans le conseil, parce que la boîte de contractants, elle est plus jeune, mais dans le conseil, c'est des projets où on y passait beaucoup plus de temps que prévu. Le client était mécontent, nous on était mécontents, et qu'à un moment, au lieu de se séparer intelligemment en se disant on n'arrive pas à travailler ensemble, c'est pas grave, on est tous mécontents en fait, peut-être que vaut mieux qu'on s'arrête là, et puis que quelqu'un prenne notre place pour repartir sur un bon pied, s'accrocher, et donc au final, tu t'es usé mentalement pendant des mois, voire des années, parce que nous, les projets, ils peuvent durer 5 ans. Hein. Ouais. Ces projets, ils durent de 6 mois à 5 ans, grosso modo. Donc, quand tu tues sur une très longue période, c'est terrible mentalement. Donc, c'est peut-être ces cas-là où on aurait dû accepter de se dire... soyons intelligents, c'est pas un bon ami. Encore une fois, humblement. Ouais, bien sûr. Et puis accepter que, peut-être sur celui-là, on n'a pas bien fait, quoi. Je vois l'heure qui tourne. Un bouquin que tu as envie de recommander à des gens qui nous écoutent, un podcast que tu écoutes en dehors de, évidemment, Mathieu ou les podcasts du Bootstrap. C'est quoi comment tu grandis aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? Moi, je lis beaucoup de bouquins, j'écoute beaucoup de podcasts. En podcast, j'aime bien le Déclic. Ouais, je vois très bien. Qui est pas mal. Et en bouquin, j'allais dire Business Reinventing Organization, Frédéric Laloux. Ouais. Mais pour le kiff, La Horde du Contrevent, Alain Damasio. C'est un bouquin de SF. C'est, je pense, l'un de mes livres préférés. Donc, après, je pourrais t'en citer plein parce que j'en ai lu beaucoup, mais ces deux-là, déjà, c'est pas mal. On mettra une petite liste en commentaire. Ouais. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'année à venir, au-delà de continuer à grandir ce qu'on me souhaite, de garder mon flow actuel, là, tu vois l'état de flow, tu vois ce que c'est. Ouais. Et en ce moment, je ressens ça, cet état de flow où je suis hyper content d'aller au boulot tous les matins et tout. Et je pense que le mieux qu'on puisse me souhaiter, c'est de garder le plus longtemps possible cet état de flow et de vouloir aller de l'avant, de prendre plaisir. Il vient d'où? Il vient de ton équilibre personnel, familial? Il vient un peu de tout ça, effectivement, familial. Il vient de Pierre et Sophie qui, m'ont énormément soulagé. De l'équipe qui est canon. Tous les gens qu'on a dans le groupe Delphin Co sont géniaux. Tous les gens qui viennent d'arriver. On a fait 22 recrutements l'année dernière, je crois. Tous ces gens, ils sont géniaux et tout. Donc c'est un peu un ensemble. C'est un cercle vertueux. Hein. C'est qu'à un moment, quand t'as Pierre et Sophie qui me soulagent énormément et en qui j'ai toute confiance, ils recrutent des équipes à leur image. Ta vie perso, du coup, t'es plus détendu, ça va mieux. Et puis le business va venir. Donc conserver cet état de flow, ça serait top. Écoute, c'est la première fois qu'on en parle, en tout cas que moi j'en parle dans ce podcast de cet état de flow, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Daniel Pink, sinon, c'est le lire. Et je lisais la newsletter de Jean de la Roche-Brochard qui bosse pour un fonds qui s'appelle Cassius, Emmanuel Seger, et pour évidemment Xavier Niel avec Kima, qui disait il faut accepter l'état de chaos d'un entrepreneur. En fait, il dit un entrepreneur, par défaut, son mode, c'est le chaos. Et à la fois, je suis d'accord avec lui, parce que quand tu lances une aventure entrepreneuriale, il y a cet état de chaos. Mais à la fois, une fois que tu as passé l'année 1, 2, 3 et que tu rentres dans cet état un peu plus de flow, je déroule, j'exécute et je prends du plaisir et je sors un peu de cette zone de chaos tout en ne restant pas dans ma zone de confort,
c'est vrai que comme tu dis, il y a beaucoup de plaisir et c'est une aventure différente qui commence. Après, c'est comment tu gères tes downs, parce qu'il y en aura forcément. Bien sûr. Tu gères, Comment tu les gères. Nadal disait ça, c'est genre l'idée, je suis pas le meilleur joueur, mais par contre, quand je joue mal, c'est moi qui joue le mieux de ceux qui jouent mal, quoi. Ah, c'est marrant. Et donc, du coup, son niveau bas, c'est le plus haut de tous les autres, c'est pour ça que c'était le meilleur. Parce que ton vrai niveau, c'est quand t'es au fond, quoi. Donc, fan de tennis. Ouais. On peut aller jouer ouais, écoute, je joue 3-4 heures par semaine. Donc ouais, oh là, j'aurais pas dû m'avancer. Ouais. On peut faire un double. Si je peux, je vais venir avec Julien chez Essial parce que je sais qu'il est bon. Voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. Toujours un vrai plaisir d'enregistrer avec nos souscripteurs et de faire connaissance de cette façon-là. Je me souviens de cette discussion il y a 18 mois avec Mathieu Stéphanie où il me dit non mais on va faire les podcasts, tu vas les faire et tu vas enregistrer avec les souscripteurs. Je me suis dit mais il est malade. Et en fait on prend beaucoup de plaisir. La problématique qu'on a c'est que le nombre de souscripteurs a grandi trop vite par rapport au nombre de semaines et donc on a 3-4 ans de podcasts qu'on peut faire avec les 200 souscripteurs d'OVNI Venture. Ou alors, je sais pas, on va paralléliser. Mais merci pour vos commentaires et on est toujours très contents, Augustin, Mathieu, Thomas et moi, de pouvoir avoir ces moments hors du temps, en mode avion, dans le studio, les yeux dans les yeux avec tous les gens qui nous font confiance, les entrepreneurs comme toi qui nous financent ou les startups que nous on finance. Donc ça aussi, c'est un cercle vertueux et je vois bien de quoi tu parles avec cet état de flow. Merci beaucoup, Antoine. Merci à toi. Et puis, je répète, si vous êtes intéressé pour lancer des business, n'hésitez pas. Écoute, on va le relayer assez largement. Ravi d'avoir pu faire ta connaissance ainsi. Et puis, à très bientôt. À bientôt.